Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et Moubarak Saïd. Yay, je suis trop contente d'être aujourd'hui parmi vous parce que ça fait vraiment longtemps que je voulais commencer ce live. Et puis à chaque fois, enfin, j'avais peur, j'avais le stress et plein de choses qui m'empêchaient de commencer en fait ce live. Mais bon, maintenant c'est fait, c'est commencé, c'est chaque mardi enfin de 16h à 16h30, tous les mardis en français et puis tous les jeudis en arabe quand c'était convenu. Vous pouvez envoyer vos questions chaque mardi, enfin tout au long de la semaine au 06 96 03 09 09. Voilà. Je vais quand même commencer à répondre à vos questions en attendant que vous arrivez à nous joindre. De toute façon, vous pouvez continuer à regarder, enfin, même après la fin du live, vous pouvez retrouver la vidéo toujours sur la page et puis aussi sur la chaîne YouTube. Donc je profite de ce petit laps du temps, le temps que vous arrivez à nous rejoindre, pour partager aussi la vidéo directement sur la page. Donc je vous rappelle juste la procédure pour poser votre question. Vous envoyez un audio tout simplement avec le maximum d'informations au 06 96 03 09 09 et puis ou moi ou quelqu'un de mon équipe va prendre en charge la question, la traiter, et puis moi je vous réponds le mardi entre 16h et 16h30 tous les mardis. Donc c'est pas occasionnel, c'est pas que ce mardi, donc dorénavant ça va être tous les mardis de toutes les semaines, de toute l'année, Inch'Allah. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir le faire, mais bon, il n'y a pas de raison. Alors, je récupère juste le lien de la vidéo pour vous la mettre directement sur l'événement. En attendant, je ne sais pas s'il y a, pour les personnes qui sont avec nous maintenant, vous pouvez juste vous présenter ou nous dire un petit... Donc voilà. Voilà, je partage la vidéo. Bon, ça marche pas, tant pis. Bon bah tant pis, ça ne veut pas se partager, il n'y a pas de souci. On le fera plus tard. Alors, la première question, c'est la question de Siham. Je ne sais pas pour les personnes qui sont là, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Je voudrais quand même, avant que je continue, que je sache si ma voix est portante, si vous arrivez à m'entendre. Bon, bah, je suppose que oui. Donc, je commence avec la première question, c'est la question de Siam. Et qui dit que... Je lis sa question. Bonjour Khadija. En fait, j'ai un bébé de 2 mois et 10 jours maintenant. Pendant la visite chez le pédiatre, on a trouvé qu'il n'a pris que 800 grammes depuis le 11e jour. Après la naissance, il avait perdu 210 grammes après sa naissance. Il a dit que c'est une faible prise de poids et qu'on doit compléter. Maintenant, bébé, quand il a vraiment faim, il n'accepte pas le sein. Je sens même que ma production a baissé. Je ne lui donne que 2 biberons de 120 ml, un le matin et l'autre le soir au coucher. Le reste, c'est des tétés à volonté. Avec le tire-lait, j'exprime en général 60 ml et quand je presse manuellement, je peux encore extraire du lait. Un autre problème, c'est que depuis la naissance, le bébé s'endort au sein après même pas 5 minutes, parfois 2. Jusqu'à maintenant, je galère. Salut Amel. Maintenant, je galère pour qu'il tète bien. J'ai commencé à compléter depuis 10 jours et le premier jour, il n'a pas aimé le lait artificiel. Il a tout vomi, mais après, petit à petit, il a commencé à accepter. Alors, ma chère Siam, dans ta question, il y a en fait beaucoup de questions dans la même question. Donc, au tout début, ton bébé n'a pris que 800 grammes. On est en effet, en regardant sur les courbes de l'OMS,
que je vous mettrai en fin de ce live. D'ailleurs, je vais noter ce que je vais devoir faire après le live. Donc, je vais vous mettre la courbe des poids. Ceci dit, la courbe qui est présentée par l'OMS, elle se base sur les bébés nourris au biberon. Ça veut dire que ce n'est pas des enfants nourris au sein. Les enfants nourris au sein prennent généralement un peu moins de poids que ceux qui sont nourris au biberon. Mais bon, ça donne quand même une idée. Mais c'est vrai que 800 grammes, si on voit sur Coco Halima, c'est vrai que si on va sur la courbe, c'est entre guillemets, c'est pas suffisant. Mais en fait, la réponse, elle est dans ce qui suit dans ta question. Tu dis que qu'il ne prend, déjà tu dis qu'il ne prend que 2 biberons de 120 ml par jour. Donc 2 biberons de 120 ml, c'est 240 ml. Un bébé de 2 mois, il va prendre, entre 500 et 600 ml sur toute la journée. Donc 240, c'est quand même près de la moitié de ses besoins. Donc c'est pas que 2 biberons de 120 ml, c'est 2 biberons de 120 ml. Et plus tu continues à donner des biberons, plus tu mets en péril, ton allaitement il est risqué. Parce que de un, il y a la confusion synthétique, ça veut dire que ton bébé il va préférer le biberon au sein parce que c'est plus facile. Et d'ailleurs c'est ce que tu vas dire en disant qu'il commence à refuser le sein. C'est un peu normal, les bébés, comme nous tous, bébé ou pas bébé, on tend vers la facilité, on cherche entre guillemets, et puis donc du coup il va chercher ce qui est facile, et le biberon ça coule beaucoup plus facilement que le sein, inévitablement. Donc soit si là il faut absolument passer par la supplémentation donnée autrement qu'au biberon, il y a le DAL ou le DAL. Je vous mets aussi une vidéo de ce que c'est que le DAL, le dispositif d'aide à l'allaitement, ou avec la cuillère ou autre moyen. Donc il y a autre moyen que le biberon qui peuvent causer moins cette confusion synthétique. Mais aussi la réponse vient aussi de ta question, qui est que le bébé il dort au bout de 5 minutes et parfois 2 minutes. Donc au bout de 5 minutes peut-être qu'il a pris suffisamment de lait, peut-être pas. Et là il va falloir revoir la position au sein, parce que si le bébé il n'est pas bien positionné au sein, même s'il tire il va se fatiguer, mais il ne va pas avoir suffisamment de lait, et donc en se fatiguant il va dormir, et puis s'il dort il va être en économie d'énergie. Et puis, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on est dans un cercle, on va dire, dans un cercle vicieux où c'est un peu, on se mord la queue, quoi. Et puis, donc il va falloir le réveiller. Il y a une astuce qui est très simple quand le bébé prend le sein. Je dis toujours à mes clientes qu'un bébé, il parle pas. Et qu'on a peut-être du mal à le comprendre et à communiquer avec lui, mais il est né avec beaucoup de boutons. Oui, des boutons. Et puis chaque bouton, il a une fonction spécifique. Il y a un bouton juste là. En appuyant sur ce bouton-là, le bébé se remet automatiquement à téter. Donc si tu vois que ton bébé il dort, c'est pas la peine de réveiller pour qu'il reprenne la tétée. Il suffit de cliquer sur ce bouton. Il va se remettre comme par magie à téter. Et donc ça aide à relancer la succion du bébé. Il y a aussi ce qu'on appelle la compression. Ça veut dire que juste tu prends ton sein et tu appuies un petit peu de façon à stimuler l'éjection de lait. Le fait que le bébé reçoit un jet de lait dans sa bouche, il va automatiquement se remettre à téter. Donc ça c'est une astuce pour lui permettre de prendre plus de lait. Voilà, supplémentation pour prendre du poids, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de faire. Rien que dans ton scénario, il y a pas mal de trucs qu'il faudrait revoir avant de songer à la supplémentation. On pourrait en parler plus en détail. Mais donc voilà, j'espère t'avoir donné des débuts de réponse. Et puis à extrapoler et à voir dans les détails ce qui va te convenir, toi et ton bébé. Alors la deuxième question, je l'ai reçue de la part de Dina. Alors Dina qui a accouché il y a 13 jours et qui continue à allaiter à la demande. Elle avait souffert
au début de crevasses, mais maintenant ça va. Par contre, là, elle souffre avec son enfant de régurgitation à répétition. Donc voilà, c'est l'occasion de parler un petit peu de régurgitation et de comprendre ce que c'est que les régurgitations. Merci Amal. Alors, une régurgitation, c'est quoi? C'est le fait que le bébé, il va sortir le lait qu'il a dans son estomac à travers sa bouche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une régurgitation, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Ça veut dire qu'on peut avoir un reflux, ce qu'on appelle en dialecte l'hmoda, le fait qu'on a des remontées acides, c'est les reflux. Alors les reflux, quand ça sort à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle les régurgitations. Des fois, ça reste à l'intérieur. Donc on a ces remontées acides, mais pas spécialement du vomi ou des régurgitations. Bon, l'un dans l'autre, c'est tous les deux, ils sont, c'est pas génial pour l'enfant. Sauf que les régurgitations, on arrive à les voir. Le reflux, on le voit pas puisque ça sort pas. Mais leur origine, elle est la même, c'est en fait la même chose. Et puis, ça se traite de la même façon. Ceci dit, c'est important de diviser deux choses. De diviser. Donc maintenant, je ne vais pas parler de régurgitation, mais je vais parler de reflux, puisqu'on a dit que ce soit le reflux ou la régurgitation, en fait, c'est la même chose. Donc je vais parler de reflux. On a deux types de reflux. On a le reflux physiologique et le reflux pathologique. Alors c'est quoi chacun d'eux? Le reflux pathologique, parce que comme son nom l'indique, c'est pathologique, c'est une maladie. C'est une maladie qu'on va devoir traiter, prendre des médicaments, enfin le bébé, qui va devoir traiter, prendre des médicaments, etc. pour guérir. Et puis il y a les régurgitations ou le reflux physiologique. Le reflux physiologique, on n'a pas besoin spécialement de prendre des médicaments et on n'est pas dans la pathologie. L'enfant, il n'est pas malade. Comment faire la différence entre les deux? C'est le médecin qui va pouvoir décider, ou alors nous en amont on peut essayer des choses. Si ça ne marche pas, on peut se diriger vers le médecin. Le reflux pathologique, il faut aller chez le médecin, prendre un traitement de façon à atténuer ces reflux. Concrètement, c'est quoi? C'est donc c'est le haut de l'estomac du bébé qui n'est pas encore mature, qui n'est pas serré suffisamment. Donc un simple petit mouvement peut avoir l'effet, avec la gravitation et tout le contenu de l'estomac peut sortir vers l'extérieur. Aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Le physiologique, c'est exactement la même chose, sauf que ce n'est pas pathologique. Donc là, exactement la différence entre les deux, ce n'est pas moi qui saurais vous répondre à cette question, mais c'est le médecin. Concentrons-nous sur le reflux physiologique. Beaucoup de bébés souffrent de reflux physiologique. Ça veut dire que s'ils bougent, si on les bouge un peu trop après la tétée, tout va sortir. Donc ce qu'il va falloir, c'est contrebalancer la gravité et donc garder le bébé en position verticale le maximum de temps, le temps qu'il digère le lait qu'il a dans son estomac. Donc éviter de le mettre dans la position couchée ou carrément les pieds en haut. Donc ça c'est clair, on éviterait. Ceci dit, et d'ailleurs, même pour dormir, on éviterait de mettre un bébé en position complètement allongée. On va préférer ce qu'on appelle des plans inclinés, c'est-à-dire juste mettre un oreiller en dessous du matelas du bébé de façon à remonter un petit peu son espace de couchage de environ entre 30 et 45 degrés. En général, c'est suffisant. Pour les bébés qui souffrent beaucoup de régurgitation ou de reflux sans régurgitation, on va plutôt préférer des tétées courtes mais fréquentes, de façon à ne jamais avoir un estomac plein, de lui donner à chaque fois une toute petite quantité et attendre le temps que ça soit digéré, puis lui redonner une autre petite quantité.
Et puis donc voilà, en gros c'est ça. Le portage, c'est très conseillé dans ces cas-là parce que c'est la même chose. Le bébé, il est gardé en position verticale et donc ça lui évite de trop papoter avec la gravité. Ceci dit, il y a des aliments qui favorisent les régurgitations chez les bébés, notamment et statistiquement, bon ça c'est statistiquement parlant, les protéines de lait de vache, le lait de vache tout simplement, cause beaucoup les régurgitations et le reflux, qui dit le hmoud. Donc le lait de vache, ça fait hmoud. Vous allez me dire qu'un bébé qui est allaité exclusivement au sein, il prend pas de lait de vache, sauf que si sa maman en consomme, ça passe dans le lait et ça peut avoir cet effet. Il y a le docteur Newman qui a établi un protocole d'éviction en protéines de lait de vache. Ça veut dire que la maman, elle va prendre de moins en moins de protéines de lait de vache et puis elle va suivre un protocole d'introduction pour voir si c'est vraiment ce qui va causer ce problème. Donc je vais noter aussi pour vous montrer le protocole du docteur Newman pour les PLV. Donc c'est un protocole qui est suffisamment expliqué et puis bon si vous y comprenez pas quelque chose, on y reviendra sans aucun problème. Voilà, donc ça c'était pour la deuxième question. Et pour la troisième question, c'est une question de Hesna qui n'a pas encore accouché et qui va accoucher bientôt et qui a une césar programmée et puis elle demande conseil pour réussir son allaitement. Ça c'est le genre de question que j'aime bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que physiquement, tu n'as rien à préparer pour réussir ton allaitement. Ton corps, il se prépare tout seul, tout le long de la période de ta grossesse. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est de lire, c'est de te documenter, notamment sur ce qui est la position au sein, la mise au sein. La mise au sein, moi, j'appelle toujours ça le petit truc qui change tout. Et puis moi j'y crois, je pense vraiment qu'avec une bonne mise au sein, on a toutes les chances de réussir. Donc documente-toi sur la bonne mise au sein, comment un bébé il doit être mis au sein. Et puis à la clinique, ça c'est important, c'est d'allaiter ton enfant idéalement dans la demi-heure. Il faut savoir que le ministère de la Santé marocain préconise l'allaitement dans la demi-heure qui suit l'accouchement, même en cas de césarienne. Les analgésiques utilisés actuellement, ou même la péridurale ou l'arachide, ils sont compatibles avec l'allaitement. Donc tu peux allaiter avant même de sortir du bloc. Tu peux allaiter avant même qu'on emmène ton enfant pour les rituels, pédiatre, mesures, poids, etc. Donc tu peux très bien exiger un allaitement à la seconde. Ceci dit, et comme je connais bien la réalité des cliniques marocaines, même si tu arrives à avoir cette première tétée de bienvenue, on va pas te laisser garder ton enfant bien longtemps, on va te dire qu'il va falloir te recoudre, etc. Donc ce que je vais te dire, c'est que insiste auprès de ton médecin de donner ton enfant dès qu'il sort de ton ventre, et puis idéalement avant même la pesée et tout, de lui donner au papa, à ton mari. Donc le papa, il peut faire le pot à pot. Le pot à pot, c'est-à-dire que le bébé, il est complètement nu et ton mari, il est torse nu et ils sont peau contre peau, sans aucun intermédiaire entre les deux, sans aucun vêtement. Rien que ce pot à pot, ton bébé, il connaît déjà son papa, il connaît sa voix, il connaît son odeur, donc c'est à peu près la même chose de toi et lui. Et puis, s'il est en pot à pot avec son papa, il est beaucoup plus apaisé, mais essaye quand même de lui donner le sein le plus tôt possible. Quand on est en césarienne, bien évidemment, on ne peut pas s'asseoir pour donner le sein en position assise. Tu peux rester couché et puis en mettant bébé par-dessus toi. Et idéalement le laisser faire ce qu'on appelle le baby crawl, c'est-à-dire qu'il va rampre jusqu'au sein, il va prendre le sein tout seul. Essayez juste de garder la chambre aussi calme que possible
idéalement éviter ces premières visites, la première heure. Je suis dans le monde des bisounours, mais bon, je rêve. Donc c'est pas grave. Essayez quand même de garder la chambre aussi calme que possible, au moins pendant ces deux premières heures. Garde ton bébé le maximum jour et nuit. Il n'a rien à faire dans la chambre à côté de la tienne. Garde-le même la nuit. Ton mari peut passer la nuit avec toi et il peut te donner le bébé la nuit quand il a besoin de téter. J'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas si tu as besoin d'une autre clarification ou d'un supplément d'information de me le dire. Je me ferai une joie d'y répondre. Et une autre question qui vient de Safa, qui est un bébé de 11 jours et qui dit avoir de gros mamelons, que son bébé ne réussit pas à prendre le sein. Elle a essayé avec la méthode de la seringue inversée, mais que ça n'a pas marché. Je vous dirai aussi qu'est-ce que c'est que la seringue inversée. Ben, dis donc, je me donne du boulot là, mais bon, c'est pas grave. Donc la seringue inversée. Et puis que ça n'a pas marché. Pour l'instant, elle donne un biberon après avoir donné le sein droit, et puis le sein gauche, elle utilise le tire-lait. Ce que je pourrais te dire, c'est que gros mamelon ou petit mamelon, ça importe peu du moment que la mise au sein elle est correcte. Qu'est-ce que j'entends par une mise au sein correcte? Une mise au sein correcte, c'est une mise au sein où le bébé il ouvre grand la bouche et où on a cette lèvre inférieure qui est pliée comme ça par-dessus le sein, et puis l'enfant il prend le sein à pleine bouche, quoi. Pour y réussir, et ça j'ai vu beaucoup de mamans faire la chose pas correctement à 100%, c'est de prendre le sein et de le mettre dans la bouche du bébé. Ça ne marche pas. Parce que essaye toi-même de manger quelque chose quand tu as enfoncé dans la bouche, avec toute la bonne volonté du monde, tu ne vas pas réussir à ouvrir la bouche plus que 1-2 cm. L'idéal, c'est de lui mettre le sein au niveau du duvet, entre le nez et la lèvre supérieure. Je vous parlais tout à l'heure de boutons. On continue dans le langage des boutons du bébé. Le bébé, il a un ensemble de boutons, dont un bouton juste là. Dès qu'on touche un bébé ici, donc dès qu'on le touche avec un doigt, avec un stylo, en l'occurrence avec le bout de sein, il va essayer d'attraper ce qui l'a touché. Et en essayant d'attraper ce qui lui a touché, il va ouvrir grand la bouche automatiquement. Donc n'allez pas enfoncer le sein dans la bouche du bébé, mais essayez plutôt de lui chatouiller au niveau du duvet entre le nez et la lèvre supérieure avec le bout du sein, et laissez-le ouvrir grand la bouche et prendre le sein de lui-même. Et donc après, avec une bonne mise au sein, ce n'est vraiment pas important si le bébé si tu as de grands mamelons, si tu n'en as pas du tout, ça reste si je peux dire, ça reste un détail esthétique plus qu'autre chose. J'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas, si tu as besoin d'un supplément d'information, de me le dire. Et ça va super vite. On est déjà à 16h23, il nous reste 7 minutes et heureusement une seule question qui vient de Fatem Zahra de moi, et sa question c'est, excusez-moi, j'ai pas encore pris la main, donc voilà: j'ai une masse dans mon sein gauche, ça me fait mal quand j'y touche et j'ai de la fièvre et des frissons. Fatem Zahra, ça c'est ce qu'on appelle une mastite. Alors une mastite c'est quoi? C'est on a, comme je vous disais tout à l'heure, il y a les régurgitations pathologiques et physiologiques. On peut dire que aussi les mastites, on a les mastites inflammatoires et les mastites où c'est un canal lactifère qui est bouché. Quand c'est un canal lactifère qui est bouché, c'est un peu simple, il faut le déboucher. Donc on va faire l'effet ventouse. Quand vous avez votre levier qui est bouché, vous faites quoi? Vous utilisez, vous le débouchez, quoi.
Et donc on va essayer de faire la même chose, mais cette fois avec le bébé, pas avec le truc qu'on utilise en, je sais pas. Le bébé, ça va faire l'effet d'une ventouse, et donc en prenant le sein, il a cet effet ventouse, et donc ça va aider à dégager ce qui est obstrué au niveau du canal lactifère. Et puis pour avoir de meilleurs résultats, idéalement c'est mettre cette masse au niveau du menton du bébé. Ça veut dire que faire un petit peu la pirouette de façon à avoir le menton du bébé au niveau de cette masse, parce que c'est là où le bébé a le plus de force. Donc vous allez pouvoir avoir un meilleur résultat. Pour ce qui est de la fièvre et des frissons, il faut voir ça comme vous faites pour vos syndromes grippaux habituels, avec vos médicaments habituels, et puis ce que vous prenez d'habitude. Ça aide aussi d'alterner le chaud et le froid. De toute façon, à la fin de cela, je vais vous mettre aussi une fiche pour les mastites, et je vous donne vraiment du boulot là. Donc, je vous mets une fiche aussi des mastites sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Sur les 3 minutes qui nous restent, je vais plutôt vous parler des mastites inflammatoires. Les mastites inflammatoires, c'est quoi? C'est aussi un canal lactifère qui est obstrué, mais avec une inflammation en fait. Avec une inflammation qui peut venir de mille et une raisons. Ça peut être de la fatigue, ça peut être du stress, ça peut être un microbe tout simplement, ça peut être beaucoup de choses. Et donc là, de la médication peut être indispensable. Votre médecin traitant, votre gynécologue peut vous prescrire des antibiotiques. Idéalement, si ça arrive, il faut contacter une conseillère en allaitement qui, elle, saurait faire la différence entre une mastite inflammatoire et une mastite non inflammatoire. Et dans le cas d'une mastite inflammatoire, vous dirigez vers le médecin. Salut Nadia, c'est pas grave, tu vas voir la rediff. Et dans le cas où il s'agit d'une mastite inflammatoire, vous allez avoir besoin d'une prise d'antibiotiques. Seulement, ce qui est important de dire, c'est que l'antibiotique à prendre, il doit être compatible avec l'allaitement. Il faut exiger de votre médecin que ce soit compatible avec l'allaitement. Et il y a des antibiotiques compatibles avec l'allaitement. Et là, donc, pour éviter que votre mastite se développe en abcès. Ceci dit, j'insiste sur le fait que les mastites ne sont pas que inflammatoires, qu'il y a beaucoup de mastites qui ne sont pas inflammatoires et où ça peut venir juste d'une mauvaise nuit ou alors juste votre soutien-gorge qui est un peu serré d'un côté ou dans l'autre, d'une mauvaise position pendant votre sommeil, et que sais-je, il y a mille et une raisons pour ce faire. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce live. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vous rappelle que le jeudi, ça va être les questions en arabe. Je vais vous répondre en arabe. Donc toujours posez vos questions sur le 06 96 03 09 09. Indiquez juste la langue dans laquelle vous souhaitez poser votre question et puis envoyez-moi un audio qui va être traité ou par moi ou par quelqu'un de mon équipe. Et merci beaucoup de votre confiance et on se voit le jeudi, Inch'Allah, pour un live en arabe et puis le mardi prochain pour un live en français. Ceci dit, je vous invite à rester connectés parce que demain je vous annonce une super bonne nouvelle parce que les vidéos ils vont reprendre Inch'Allah à partir, je vous dis rien, restez connectés et puis vous allez voir ce que je vous concocte. Bye bye.